Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Jeanne-Hélène Turcotte. On a eu une belle discussion sur l'argent, bien entendu, puis sur les croyances limitantes par rapport à l'argent. Juste pour mettre en contexte, Jeanne-Hélène est hypnothérapeute. J'ai eu le plaisir d'avoir une thérapie avec elle, donc je la connais depuis quelques semaines, bien entendu. Vu que la thérapie c'était sur moi, mais je connais pas beaucoup de choses sur elle parce qu'on parlait de tous mes secrets et de tous mes faiblesses. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment contente puis agréablement surprise du fait que Jeanne-Hélène se soit ouverte à nous puis ait discuté de sujets qu'elle avait jamais abordés avant, tant sur ses médias sociaux que sur d'autres plateformes. Donc, c'était vraiment intéressant d'entendre de sa relation avec l'argent, puis cette relation-là, comment elle a changé. Puis également, elle nous donne des concepts, en fait, elle nous amène des concepts concrets sur c'est quoi les croyances limitantes, puis comment on fait pour les contrer, puis comment on fait pour les enlever de notre esprit. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne écoute, puis je vais vous dire de vous abonner, puis à bientôt! Bonjour Jalinette! Bonjour Rosie. Bienvenue sur le podcast de Nancy. Je suis contente de te parler aujourd'hui parce que comme je t'ai dit au début, ben je te connais pas beaucoup personnellement. Je te connais professionnellement, bien entendu, parce qu'on a travaillé ensemble, fait qu'on pourra en parler un peu plus, mais je suis vraiment contente qu'on puisse parler aujourd'hui à mon avis, de ta mission qui te passionne vraiment, puis aussi de la RTT, que tu peux nous dire un peu c'est quoi plus tard. Mais si tu veux commencer tout simplement par te présenter, qui es-tu, Jeanne-Hélène Turcotte? En fait, Janilène Turcotte, je suis hypno-coach, thérapeute RTT, coach et j'ai assemblé plusieurs aspects de ma carrière. J'ai commencé, en fait, c'est ma 5e carrière. Donc, j'ai commencé dans les ventes. Après, j'ai été 25 ans en ressources humaines. Après, j'ai été consultante. Entre-temps, j'ai été coach et hypnothérapeute maintenant. Et j'ai comme mis ça ensemble en prenant finalement le meilleur de tout pour en faire un programme transition vie-carrière. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'est le RTT? RTT, c'est Rapid Transformational Therapy. C'est 80 du travail que je fais dans mes séances. J'ajoute aussi du CBT, Cognitive Behavioral Therapy, sur lequel je suis formée également. Mais en fait, c'est une thérapie qui utilise l'hypnose comme base, qui a été assemblée par Marissa Peer. So, Marissa Peer a développé elle-même cette approche. J'ai été formée par elle à Los Angeles et cette approche est unique parce que dans une séance, en fait, on fait les 3 étapes thérapeutiques, c'est-à-dire trouver la cause des croyances, comment les croyances se sont ancrées dans notre inconscient pour être capable de les voir. Ensuite, on les défait, on les déconstruit, on les regarde pour ce qu'elles sont, juste des croyances. Et par la suite, comme tu le sais, on reprogramme. En fait, on installe une nouvelle version d'une croyance utile, d'une croyance qui va nous aider à aller vers où on veut aller. Ma mission, c'est d'aider les gens à ne pas fuir, mais à aller vers où ils veulent aller et à débloquer vraiment ce qu'il y a, ce qui les empêche d'avancer, ce qui les empêche de se réaliser. Puis on parle de rapide. Est-ce que tu pourrais donner un nombre de séances, un temps? Je sais que ça varie pour plusieurs selon les personnes, mais qu'est-ce que ça veut dire rapide? Rapide, c'est entre 3 et 5 séances pour un enjeu précis. Moi, je travaille en plure d'oignon, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu principal. J'appelle des fois la jugulaire avec mes clients. Donc, il y a un enjeu principal qu'on va régler, c'est certain, qu'on va enlever du chemin, mais la transformation humaine ne s'arrête jamais. En fait, à partir du moment où on commence vraiment à entamer une, une route vers la transformation, vers le changement personnel, ben, il y a toujours une autre couche qui se présente à nous. C'est juste que les couches deviennent de plus en plus faciles à gérer parce qu'on a de plus en plus d'outils pour le faire. Mais je travaille en couches. Donc, on s'attaque à la grosse difficulté, au gros blocage. Puis, une fois qu'on enlève ce blocage-là, bien, il y a des petites choses qui montent à la surface ou des plus grandes choses et on s'occupe de celles-là. En 3 et 5 séances, les clients ont les résultats qu'ils recherchent. Super. Puis c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec toi, j'ai eu la chance de travailler avec toi, puis je peux vraiment dire que ça m'a beaucoup aidé. Puis ça, on en reparlera peut-être dans un autre épisode parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle plus de l'argent. Mais en tout cas, Mhm. on a fait un travail super. Puis comme tu as dit, des fois, ça vient en couche, puis des fois, c'est tout relié. Puis je crois, puis tu pourras m'en parler, souvent, admettons, les gens vont venir te parler pour certains sujets, certains enjeux, puis là, ça va en toucher d'autres, comme par exemple l'argent.
Puis, Exact. est-ce que tu voudrais me parler un peu de ta propre relation avec l'argent en premier, puis ensuite, aussi, après, tu nous expliqueras c'est quoi ces croyances limitantes-là. Comme ça, c'est un thème qu'on entend beaucoup d'ailleurs, croyances limitantes par rapport à l'argent. Bref. Oui, puis je vais donner mon approche qui est un peu différente. Mais pour en revenir à ma vision de l'argent, en fait, c'est très intéressant parce que tu m'as forcé à réfléchir, puis là, tu me forces à parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé. J'ai écrit dans mes blogs sur ma sobriété, sur beaucoup de choses, mais j'ai jamais écrit sur ma relation avec l'argent et j'ai jamais parlé de ma relation avec l'argent. Fait que tu me fais vraiment sortir du garde-robe. C'est très intéressant, j'ai dû réfléchir à ça. En fait, moi, j'ai toujours cru et je crois, ma croyance qui est profonde et ancrée, c'est que je peux générer beaucoup d'argent. Quand j'étais adolescente, je travaillais souvent 1 ou 2 emplois d'été. J'ai commencé à travailler très jeune. Et quand j'étais à l'université, je travaillais dans l'Ouest canadien à vendre des encyclopédies porte-à-porte et je faisais 22-25 000 par été il y a de cela 30 ans. C'était énorme. Pour une J'ai étudiante aussi. pour une étudiante aussi. Et pour moi, la capacité de générer des revenus, de faire rentrer du cash, ça n'a jamais été un problème. Ce qui a été une plus grande difficulté jusqu'à jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'à ma sobriété finalement, ça a été de l'économiser et de l'investir. Parce que comme je n'avais pas un mode de vie qui était très sobre et comme je voyageais beaucoup, comme j'étais toujours dans les grands restaurants, comme je buvais de l'alcool beaucoup, bien évidemment, ça amène beaucoup de dépenses. Puis tu es dans un état de griserie où est-ce que tu es grisé finalement et où est-ce que c'est facile de dépenser pour combler toutes sortes de choses. Et quand j'ai entamé ma transformation de vie il y a 4 ans, c'est là que mes comportements et ma façon de voir l'argent a commencé à changer. Mais quand je suis devenue sobre, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'est là que ça a radicalement changé. Parce que, en fait, dans un mode de vie sobre, c'est pas juste ce que tu peux générer qui est important, c'est ce que tu fais avec. Tu peux en gagner 300 000 si tu en dépenses 600, t'es pas gagnant. Tu peux en gagner 50, puis si tu en économises 10, ben c'est fantastique. Donc, en fait, mon rapport à l'argent a vraiment changé. Je suis toujours convaincue et je sais que je peux toujours générer beaucoup d'argent. J'ai cette capacité, j'ai cette croyance-là. Mais maintenant, je sais que je peux l'économiser, ce que je ne me croyais pas capable de faire avant. Donc, je sais maintenant que j'ai la capacité. C'est une croyance que j'ai changée. Et là, je m'en viens tranquillement avec la capacité d'investir, ce qui est absolument nouveau pour moi et qui est en fait une découverte plaisante, je dirais, mais en même temps qui me surprend. Donc, c'est un autre programme que j'ai dû changer, que je n'étais pas capable d'économiser, que je n'étais pas capable d'investir, que je suis en train de changer. J'ai eu des hauts et des bas au point de vue financier, mais je n'ai jamais eu peur d'en manquer. Donc, je n'avais pas cette insécurité-là. Ça ne m'a jamais empêché de dormir la nuit. Je me souviens des moments où est-ce que j'avais vraiment presque plus d'argent et que ça ne m'empêchait pas de dormir du tout parce que je savais que j'allais être capable d'en recréer d'une certaine façon. Une chose que tu m'as dit, c'est que l'argent est comme partout. Puis ça aussi, ça m'a Oui. comme vraiment aidé que, tu sais, je sais pas, je me souviens, dans une de nos séances, tu me disais ça c'est de l'argent, ça c'est de l'argent, ça c'est de l'argent. Puis que c'est vrai qu'au fond, il y en a partout. Puis n'importe qui, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais en Amérique du Nord, on est tous très riches. Là. On ne se fera pas de cachette, là, peu importe, même si on trouve des fois que, bon, mettons, on est pauvre ou qu'on n'a pas beaucoup d'argent puis on aimerait s'en avoir plus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rende compte que tout le monde qui a un toit sur la tête en Amérique du Nord, on est comme extrêmement riche. Mais ça, encore une fois, c'est une autre discussion. Oui, non, non, absolument. Et on a une autre richesse, c'est qu'on a du temps. En fait, c'est que on peut créer de la richesse avec le temps qu'on a. Et c'est drôle parce que hier, j'ai parlé, ça me fait vraiment penser, hier, j'ai parlé à une dame qui a des enjeux financiers, justement. Et elle me parlait de tas de choses qu'elle fait pour aider sa famille, pour aider tout le monde, tout ça très bénévolement. Et pendant toutes ces années-là, évidemment, il y a du temps qu'elle peut consacrer à aller chercher des revenus qui va faire qu'elle va être capable éventuellement d'aider des gens autour d'elle comme elle veut. Mais sa croyance, c'est qu'elle n'est pas capable de générer des revenus, qu'elle sera toujours pauvre. Puis elle me disait elle-même, en fait, et puis on a eu une discussion vraiment intéressante. Puis là, je lui ai dit, mais écoute,
tu as des heures dans ta semaine, combien d'heures tu donnes à ton environnement autour de toi, aux gens, puis j'ai absolument rien, là, je voudrais pas que ça soit mal interprété comme il ne faut pas donner de son temps, tout ça, non, absolument pas, mais tu as combien d'heures? Est-ce que si tu les coupes en deux, puis tu prends la moitié de ces heures-là pour essayer de générer des revenus pour toi, est-ce que c'est une avenue que tu pourrais contempler, à laquelle tu pourrais réfléchir, etc. Et donc, on a du temps aussi, ce qui est quelque chose de... C'est une richesse. Exactement, c'est une richesse. Puis on peut décider avec ce temps-là de se reposer, d'aller voir nos amis, de travailler. On peut décider, en fait, avec le temps qu'on a, comment on l'alloue, ce qu'on fait avec, finalement. Oui, c'est vrai. Puis, juste pour revenir sur ta relation avec l'argent, tu disais que toi, une de tes croyances, c'était que tu étais capable de générer. Est-ce que tu sais d'où est-ce qu'elle vient, cette croyance-là? Je pense que j'ai commencé à travailler très jeune. Donc, et je pense que mes parents nous ont donné un héritage fantastique qui était celui de croire et de dire oui à tout ce qu'on voulait faire. Mes parents, si je leur disais plus tard, je veux faire telle chose ou demain, je veux faire telle chose, c'était toujours oui, mais il faut que tu fasses les démarches. Exemple, je veux aller prendre un cours de tennis, pas de problème, mais il faut que tu ailles t'inscrire. Puis nous, on va te donner les sous. Donc, il y avait toujours quelque chose à faire. Une action à faire. Donc, je pense que ça m'a mis dans l'action très tôt. Je pense que ça m'a aidé à acquérir cette croyance, de sorte que quand j'ai voulu aller travailler rapidement, mes parents ne se sont pas du tout opposés, sont même venus nous porter, nous ont conduits au travail, etc. Donc, ils ont été vraiment très collaborateurs. Puis, il n'y avait jamais de dénigrement, au contraire, beaucoup d'intérêt pour le travail qu'on faisait, nous posaient beaucoup de questions, étaient intéressés à ce qu'on faisait. Donc, je pense que ça a sûrement aidé. Puis de ce que j'entends, c'est que pour toi, dans le fond, l'argent puis le travail, c'était comme vraiment une source comme de motivation. Puis ça t'a toujours vraiment drivé. Puis je pense que c'est ça qui t'avait drivé dans ta carrière quand tu travaillais en ressources humaines. Je sais que là, aujourd'hui, tu travailles plus là-dedans. Fait qu'il y a eu un changement. Est-ce que tu dirais que ta relation avec l'argent aussi a changé dans le sens que peut-être qu'avant, ton but, c'était d'en avoir vraiment beaucoup. Puis là, maintenant, c'est peut-être d'en avoir moins, mais ou d'avoir ce que tu as besoin? En fait, mon but, c'était pas d'en avoir beaucoup. Mon but, c'était d'en avoir assez pour vivre une vie intéressante. À l'époque, pour moi, une vie intéressante, c'était de voyager, c'était d'aller dans les très bons restaurants, c'était de boire des très grands crus. C'était un peu ça, ma vie d'avant la sobriété. Donc, pour moi, c'était d'en avoir assez. Puis, il y avait un chiffre en tête. Je me souviens, il y avait à un moment donné dans ta vie, tu passes un certain salaire, après, tu as un autre certain salaire. Puis le rapport à l'argent, à partir du moment où tu deviens entrepreneur, c'est plus du tout la même chose non plus. Parce que là, tu n'as plus un chèque de paie qui rentre à chaque 2 semaines, que tu sais le montant que ça va être et que tu as l'impression que ça va être là pour toujours. Que là, en fait, tu es entrepreneur et que là, tu as ton entreprise et qu'il faut que tu gères l'argent de façon, en fait, totalement différente que tu la gères quand tu es employé avec un salaire qui rentre à chaque semaine. Donc, je dirais que c'est comme ça, mais j'étais plus ambitieuse au niveau du titre, j'étais plus ambitieuse au niveau des tâches que j'allais faire, de l'étendue de ce que j'allais faire en entreprise. J'aimais le monde corporatif vraiment parce que je m'identifiais à ça. Et puis finalement, maintenant, je suis très heureuse d'être une solopreneur dans mon entreprise. OK. Mais tout le travail corporatif que tu as fait, ça t'a formé pour être une meilleure solopreneur. Tu dis, des fois dans tes messages, tu dis dans mon ancienne vie, mais ça restait la même vie, c'est juste que tu es à une autre étape. Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison aussi. Puis un concept que tu as introduit, qu'on pourrait peut-être parler brièvement, parce que moi, je sais que c'est un concept que j'avais beaucoup puis que tu m'as beaucoup aidé, c'est la peur du manque. Ça, est-ce que c'est un des concepts que beaucoup de tes clients viennent te voir pour générer... En fait, plus les gens ont de l'argent, plus les gens ont peur d'en manquer. C'est paradoxal, mais c'est une réalité que je note chez mes clients qui sont plus aisés. L'anxiété de le perdre, parce que c'est souvent lié à l'identité. Donc, si je perds mon argent, qui je suis finalement, puis là, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui s'identifie, mais plusieurs personnes qui ont l'anxiété de le perdre s'identifient à ça. Ou d'autres personnes qui
qui sentent qu'ils n'auraient pas le courage de recommencer, qu'ils n'auraient pas le courage de retourner en arrière et de faire tous les efforts qu'ils ont faits ou toutes les chances qui sont arrivées entre-temps, ou en tout cas à réécrire l'histoire. Donc, la peur, effectivement, d'en manquer. Il y a plusieurs croyances attachées à ça, puis plusieurs façons que ça puisse cristalliser dans l'enfance. Mais notamment les enfants qui se sont fait beaucoup reprocher les dépenses familiales. Exemple, là, j'ai une fille qui avait toujours les vêtements, en fait, de ses sœurs, etc., qui était la dernière, qui avait toujours les vêtements de ses sœurs, puis si jamais ses parents achetaient quelque chose de nouveau pour elle, ils lui reprochaient vraiment. Et elle se sentait mal parce que c'était pas quelque chose qui pouvait être utilisé par ses grandes sœurs après. Donc, après elle, ça allait comme nulle part ou ça allait être donné. Donc, l'idée qu'elle ne peut pas avoir des choses neuves pour elle, qu'il n'y en aura pas assez pour elle, effectivement, qu'elle va en manquer. Maintenant, je suis bonne pour comme déceler les croyances, mais là, on voit clairement que c'est comme des croyances que ses parents avaient qui ont comme donné. Exact. Je me sens comme une bonne élève. Ben oui, hein? Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des croyances limitantes, des limiting beliefs qu'on entend beaucoup parler par rapport à l'argent, mais je pense que ça a le rapport à toutes les sphères de nos vies, parce que justement par rapport des fois au I am enough, est-ce que je suis assez, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi les limiting beliefs? En fait, il y a trois familles de croyances par rapport à l'argent, puis il y a trois façons de les acquérir. Donc, si on commence par la façon de les acquérir, il y a le message, effectivement, qu'on a reçu d'un parent ou de quelqu'un qui était en autorité. L'enfant qui demande à sa mère, maman, à quoi ça sert l'argent? Et la maman qui dit, ben, ça sert à se nourrir, puis à avoir un toit, puis après ça, c'est des problèmes. Ben, ça, c'est une cliente qui est venue me voir, qui n'arrivait jamais à avoir plus que son minimum. Elle n'arrivait jamais à avoir plus que payer son loyer ou son épicerie, etc. Après ça, elle n'arrivait pas à économiser. On a défait cette croyance-là. Elle n'arrivait pas à générer plus que ça. Ensuite, on a celle de l'événement. Donc, une cliente qui vient me voir parce qu'elle fait de l'argent, elle n'a plus d'argent, elle fait de l'argent, elle dépense son argent, elle fait de l'argent, elle dépense son argent. Et ça, c'est son cycle de vie. Elle est fin cinquantaine. Elle doit économiser pour sa retraite et elle se rend compte qu'elle n'a plus l'énergie pour refaire tout ce cycle-là. Et la première scène qu'on a, en fait, elle a un emploi d'été, elle a économisé beaucoup d'argent pendant son été qu'elle a mis dans un porte-monnaie. Elle a perdu son porte-monnaie, quelqu'un a trouvé le porte-monnaie, a retourné le porte-monnaie par la poste sans l'argent. Le message qu'elle a intériorisé, c'est quand tu as de l'argent, il vaut mieux le dépenser parce que tu pourrais le perdre. Donc, toute sa vie, gagner de l'argent à dépenser, gagner de l'argent à dépenser, jusqu'à ce qu'elle voit cette croyance ancrée dans elle et qu'on a pu éventuellement, assez rapidement, finalement, la changer. Et les autres croyances, l'autre façon d'acquérir la croyance, c'est justement lié à ces croyances de base. Donc, je ne suis pas assez, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas assez de valeur, je ne le mérite pas. Donc, ça, c'est dans toute la famille de je ne suis pas assez, je ne suis pas adéquate. L'autre famille, c'est en fait, c'est pas disponible pour moi. Et ça, c'est une des grandes, je dirais que c'est une des plus grandes, des plus communes. C'est pas disponible pour moi. Juste pour les autres. Oui, la fille, justement, qui avait les vêtements de ses sœurs, ben, c'est les choses neuves, l'aisance, c'est disponible pour mes sœurs, mais c'est pas disponible pour moi. C'est pas moi, j'ai pas accès à ça. Moi, j'ai pas accès. Moi, je croyais que j'avais pas accès à économiser, que j'avais pas cette capacité-là, que je n'étais pas capable de faire ça. Alors que c'était juste une croyance. Dans la réalité, je suis fort capable d'économiser si je décide de le faire et je décide de le faire. Donc c'est une réalité. Et la troisième, c'est plutôt au niveau, en fait, je suis tellement déconnectée de moi-même, je suis tellement pas connectée à moi-même comme personne que je ne donne pas de valeur finalement à l'argent. Donc, ou à une certaine. Donc, comme je ne donne pas de valeur à l'argent, je ne suis pas connectée à moi-même, ça n'a aucune signification pour moi. Ben là, en fait, dépendamment de où ça nous mène puis quelles sont nos conditions, ben dans certains cas, ça peut être handicapant parce que la personne a besoin de certains moyens pour pouvoir vivre dans le monde dans lequel on vit et où finalement, ça ne pose aucun problème parce que il y en a pas, puis ça va.
C'est un sujet que j'ai abordé des fois avec des personnes, mais puis toi, tu pourras nous répondre parce que tu travailles avec des clients partout dans le monde, mais est-ce que c'est très québécois de comme pas vouloir accepter ou pas de vouloir dire qu'on aime l'argent, puis qu'on en fait, puis qu'on en génère? Puis toi, tout à l'heure, tu le disais, puis il y avait une certaine fierté dans ce que tu disais que tu étais capable d'en générer. Est-ce que c'est très québécois? Euh, j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet-là. J'ai eu plusieurs expériences aussi à ce sujet-là et j'aimerais élargir ta question, si tu veux, sur, ça dépend des professions. Si OK. tu es un agent immobilier, les gens veulent que tu fasses de l'argent. Les gens acceptent généralement que tu sois un agent immobilier aisé, c'est-à-dire que tu vas vendre beaucoup de maisons, tu vas trouver des maisons pour tes acheteurs. Donc, si je fais affaire avec toi et que tu fais de l'argent ou que tu es aisé, ça veut dire que tu es un bon agent immobilier et je vais te faire confiance. OK? Mhm. Ça, c'est une image. Si, et j'appelle ça la relation objet humain. C'est-à-dire qu'il y a comme un objet entre le service et l'être humain qui reçoit le service. Moi, avoir une maison, ça me procure du confort, ça me procure une belle vie, ça va changer mes conditions de vie, etc., etc. C'est une bonne nouvelle pour moi, où je vends ma maison, je vais avoir des revenus disponibles. Peu importe, c'est une bonne nouvelle dans ma vie, ou en tout cas, très souvent, pas toujours, mais souvent. Donc, il y a comme il y a un objet entre les deux, on dirait que c'est OK. Quand on tombe dans tout ce qui est personne à personne, surtout et surtout si ça touche le domaine de la santé, de la spiritualité, du mieux-être, là, c'est vraiment pas toujours très bien vu d'avoir accès à une certaine richesse au Québec, au Canada. Peut-être moins au Canada anglais, mais au Québec, très certainement. Aux États-Unis, pas du tout. En fait, c'est C'est un peu le l'inverse. contraire. Exactement. Quand on pense ici aux psychologues, quand on pense comment ils étudient, combien d'années ils étudient, etc., puis le service qu'ils rendent à leurs clients, c'est pas rien, là, comment ils aident les gens. Euh, et la rétribution en contrepartie n'est pas nécessairement proportionnelle à ce qu'ils procurent comme bien-être, comme mieux-être. Des sages-femmes, peu importe, acupuncteurs. Donc, tout ce qui touche être humain, domaine de la santé, où est-ce que, puis là, on ne va pas domaine de la santé style dentiste, etc. Ça, les gens acceptent ça. Mais disons que tout ce qui est plus service soft, psychologique, entraide, humaine, là, c'est plus touché, je te dirais, de faire des bons revenus. Et on se fait dire, et moi, je me le fais dire, ah ouais, tu gagnes de l'argent avec la misère des gens. Mhm. Tu te fais vraiment dire ça, puis c'est malheureux, mais c'est vrai. Tu te fais dire aussi, ah, mais pourquoi, si tu es capable d'aider les gens, dans le fond, tu devrais le faire gratuitement, ou tu te fais demander très souvent combien de pro bono tu fais, combien tu en donnes de tes services, etc. Tu donnes, alors qu'on ne demanderait pas ça à un agent immobilier. Tu vends combien de maisons sans commission? Puis là, je prends Mhm. l'argent de l'agent immobilier parce que c'est extrême. Et ce qui ne veut pas dire que on en donne des heures. Il y a des gens à qui on fait des séances gratuites. Il y a des gens à qui on donne parce qu'on sait qu'ils n'ont pas les moyens, puis que ça va, ils ont vraiment fait le travail, puis ils sont dédiés, puis on sait que ça va vraiment faire une différence dans leur vie. Mais il y a une attente, en fait, comme c'est un service plus humain, de humain à humain, en fait, il y a comme une attente qu'il ne faudrait pas que ça génère trop de richesse. C'est ça, il faudrait quasiment que les personnes soient dans la rue pour puis qu'ils donnent tout gratuit. Exact. Alors, qui est contraire à la réalité, c'est que quand tu es en relation d'aide ou en relation thérapeutique, ça demande beaucoup de ton énergie. Il faut que tu sois vraiment aligné, propre. Puis propre dans le sens que je veux dire, faut que ton esprit, ton corps, de manière holistique, tu sois centré, tu sois vraiment clean pour pouvoir être à l'écoute. Je veux dire, si tu ne manges pas bien, si tu ne t'alimentes pas bien, si tu ne fais pas de l'exercice, si tu n'es pas en santé, c'est très difficile d'avoir une très bonne écoute, d'être bien centré sur ton client, etc. Si tu ne dors pas bien. Donc, tout ça, en fait, c'est un peu, c'est une croyance, puis c'est dommage. C'est en train de changer, mais on se le fait dire. Puis je sais que je ne suis pas la seule. Donc, Mhm.
J'ai reçu mon amie Mélie-Jade Rodrigue sur un autre épisode de podcast, puis elle est dans le domaine funéraire, puis c'est un peu exactement la même chose. C'est que les gens ne veulent pas payer, puis c'est encore une fois, c'est une question de valeur puis de perception. C'est exactement la même chose dans ce domaine-là, parce que nous, on est comme, en tant que Québécois, on n'est pas habitué de payer. Donc, tu sais, on se dit, bon, ben, tu sais, mettons, payer pour des funérailles, ben, on se dit, bon, ben, ils font juste, je sais pas, je veux pas être trop graphique, mais ils font juste comme embaumer quelqu'un ou juste Uh-huh. la crémation. Mais non, c'est comme le service 24 heures. Un peu comme si je te mentionnais, service 24 heures, quand tu appelles au salon funéraire, il y a quelqu'un qui est là, tu veux que la personne soit bien formée parce que tu vis une période très difficile dans ta vie. Donc, tu sais, c'est exactement ce que tu viens de me dire. Puis c'est sûr que ça a des coûts rattachés à ça. Puis moi, à mon avis, c'est que aussi, là, tu as dit que c'est pas nécessairement juste au Québec, mais au Québec, on a de la misère à charger, puis on a de la misère à parler d'argent. Puis j'espère que ça tend à changer, hein, mais Mais ça, négocier Moi, j'ai beaucoup de professionnels, puis négocier leur taux horaire, parler de leur taux horaire aux clients, vendre leurs services, oui, effectivement, c'est une raison pour laquelle les gens me consultent. Et ça, c'est vraiment rattaché souvent à sa valeur. C'est rattaché à sa valeur et c'est assez typiquement féminin. OK. Dans le cas de ma pratique, effectivement. Tout ce qui est charger des honoraires, le taux horaire, négocier le salaire, tout ça, c'est souvent très lié à la valeur et en fait, à la perception qu'on devrait être reconnu à sa juste valeur, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être là. Si on va le demander, ça diminue notre valeur. Notre valeur devrait être reconnue simplement par notre mérite, par ce qu'on fait. C'est que de l'autre côté, on ne joue pas nécessairement toujours de la même façon. Donc, c'est important d'être bien à l'aise avec ses honoraires, puis en fait, ce qu'on demande comme, euh, comme coût, là, finalement. Mm. Super. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder? Hein? Mais en fait, je pense que je l'ai déjà dit, mais les croyances par rapport à l'argent, c'est très facile à défaire. Mhm. C'est très, très, très facile à défaire parce que on dirait que, tu sais, les choses par rapport à l'amour, tout ça, il y a un attachement émotif un peu différent. Par rapport à l'argent, on dirait que les gens sont très facilement capables de voir, OK, c'est vraiment ça mes croyances, c'est vraiment comme ça qu'elles se sont formées. OK, oui, je suis vraiment capable, j'ai vraiment la capacité de les défaire, de les changer. Ça sort de ce que je vois de ma pratique, c'est quelque chose qui a des résultats assez rapides et assez évidents. Puis l'idée pour moi, oui, que l'argent est partout, surtout pour les gens qui pour eux, en fait, c'est pas disponible pour eux. C'est vraiment de regarder autour de soi puis de dire un peu, c'est un peu dommage, mais la réalité, c'est que tout ce qui est autour de nous a une certaine valeur dans le marché dans lequel on vit monétaire. Donc, c'est déjà là. On est déjà dedans, c'est déjà disponible pour nous. Puis des fois, de le voir avec une autre posture, avec une autre façon de le voir, ça nous permet de voir qu'effectivement, c'est disponible, c'est là pour nous. Puis c'est important de dire que c'est jamais le nombre. C'est vraiment ce qu'on fait avec ce nombre-là, puis les croyances qu'il y a derrière. Mm. Ça, on a travaillé avec moi, mais ça, personnellement, j'ai jamais autant peu généré d'argent à cause de certains facteurs, mais je me suis jamais sentie aussi riche parce qu'on a travaillé là-dessus. Puis je pense vraiment que ça, c'est pas tant le nombre. Puis aussi, un autre concept qu'on pourra peut-être parler, mais c'est pas comme le chiffre que tu as dans ton compte de banque qui fait ton nombre de valeurs, par exemple. Exact. Ta valeur n'est pas associée, ta valeur à toi n'est pas associée à ton compte en banque, ni à ce que tu génères, ni à ce que tu économises, ni à ce que tu investis. À partir du moment où c'est clair pour toi que ta valeur, c'est ta valeur, elle est intrinsèquement là et elle ne fluctue pas, ni en fonction d'être validé, d'être invalidé, ni en fonction d'être apprécié, pas apprécié, ni en fonction de générer des revenus ou de ne pas en générer. En fait, tout ça, c'est accessoire. La valeur que tu as comme personne, elle ne change pas, elle ne fluctue pas en fonction des conditions extérieures ou du regard que posent les autres sur toi ou que tu poses sur toi-même. Et cette croyance-là, une fois qu'on l'intègre vraiment,
ça change vraiment justement l'émotion, parce que l'idée derrière le travail que je fais, c'est de dire que la croyance crée l'émotion crée l'action crée les événements. Donc, si on change la croyance au sujet de notre valeur et qu'on voit que notre valeur ne fluctue pas, elle ne change pas, notre état émotif, en fait, est stable, notre état émotif est dans la joie, dans l'apaisement, dans la sérénité. Évidemment, on a des actions qui sont différentes. On va dans cette réunion avec le gérant de banque avec une autre approche, ou la gérante de banque avec une autre approche. En fait, au bout du compte, on obtient des résultats différents de par cette croyance de base qui est qu'on a de la valeur, quoi qu'il arrive autour de nous, quoi que les gens, quel que soit le regard que les autres posent sur nous, notre valeur, elle est constante. C'est bien dit. Hein. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Ça résume vraiment bien, je pense, ta mission, de nous donner de la valeur. En fait, pas nous donner de la valeur, c'est de nous redonner ou nous montrer que cette valeur-là est toujours là. Donc, De merci beaucoup, l'intégrer. Jeanne-Hélène, d'avoir été Merci sur à le toi, podcast. Rosy. Bye bye.